Bonjour, ceci est la dernière leçon du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Je vais d'abord compléter ce que nous avons vu dans la leçon précédente sur les modes de scrutin et faire une conclusion générale sur les difficultés que rencontrent toutes les tentatives de réforme des démocraties. Pour terminer d'abord sur les modes de scrutin, j'ai fait souvent allusion dans ce cours au vote unique transférable, le mode de scrutin de l'Irlande, qui est sans doute le meilleur mode de scrutin existant dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui incite le mieux les élus à tenir compte des préoccupations de tout ou presque tous les citoyens. Alors, ce mode de scrutin combine les ordres de préférence entre les partis et entre les candidats. Il est appliqué dans des circonscriptions de 3 à 5 sièges. Les partis présentent des listes de candidats et les électeurs indiquent leur ordre de préférence entre les candidats individuels. Ce vote est donc une expression synthétique des préférences des électeurs entre les partis et entre les candidats. Parce qu'en votant pour tel ou tel candidat, les électeurs savent à quel parti il appartient. Et donc leur vote en faveur de tel ou tel candidat est déterminé dans une très large mesure par le parti auquel appartient ce candidat. Alors, ce mode de scrutin a une réputation de complexité qui est nulle pour les électeurs. Pour les électeurs, ça n'est pas compliqué du tout d'avoir une quinzaine ou une vingtaine de noms de candidats dans leur circonscription dont ils voient l'indication de l'appartenance à un parti politique. Et ce n'est pas difficile de décider, de voter et d'avoir, avec les avantages du vote à préférence ordonnée, n'est-ce pas, puisque c'est de cela qu'il s'agit, qu'on n'a pas à faire de spéculation pour faire du vote stratégique, on peut voter sincèrement, ce n'est pas une façon difficile de voter pour les électeurs. Au cours de l'histoire de l'Irlande, les gouvernants ont proposé par 2 fois aux citoyens de changer ce mode de scrutin. Il y a eu des référendums là-dessus, et les 2 fois, les citoyens ont refusé. Il est probable que c'est un mode de scrutin qui donne trop de pouvoir aux citoyens, qui prive les politiciens d'une partie de la marge de manœuvre qu'ils aimeraient bien avoir et qu'ils ont dans un mode de scrutin comme celui qui est utilisé en Angleterre et dont les Irlandais évidemment connaissent les caractéristiques, ou du mode de scrutin que nous utilisons au Canada. Donc l'idée que c'est un mode de scrutin épouvantablement compliqué, qui est quelque chose qu'on a entendu à plusieurs reprises au Canada quand il y a eu des discussions sur des réformes de mode de scrutin, du point de vue des gens qui votent, c'est complètement faux. Il y a une complexité réelle du vote unique transférable au niveau du calcul des résultats. Et en Irlande, on peut avoir besoin d'attendre 48 heures pour connaître le résultat d'une élection dans une circonscription. Parce qu'il faut transférer non seulement les votes en faveur des candidats qui en ont eu trop peu pour être élus. Ce qui est facile à faire, ça prend du temps, mais ce n'est pas très compliqué. Comme dans n'importe quel vote à préférence ordonnée. Mais il faut aussi, pour que le résultat entre les partis soit proportionnel, il ne faut pas qu'un candidat d'un parti qui serait très populaire et qui donc gagne beaucoup plus de votes que ce dont il a besoin pour être élu, et que ça empêche d'autres candidats du même parti qui vont avoir les deuxièmes préférences, presque toujours sur les bulletins du premier, mais qui ne pourront pas être élus parce que ces votes ont été accaparés par celui qui arrive en tête. Et c'est là la difficulté pratique du dépouillement
du vote unique transférable, c'est qu'il faut transférer une partie des votes obtenus par les candidats qui ont déjà gagné pour les remettre en jeu, pour déterminer les autres, pour que le résultat soit vraiment proportionnel entre les partis politiques et qu'un parti politique ne soit pas handicapé, ne perde pas des sièges parce qu'il a dans certaines circonscriptions des candidats trop populaires. C'est ça le but de l'opération. Et ce n'est pas si facile à faire. Il faut donc transférer une partie des bulletins de celui qui a gagné et qui en a en trop, et ça peut être fait de deux façons. On peut prendre au hasard des bulletins en excédent, c'est-à-dire on sait que tel candidat, il a tant de milliers de bulletins de plus que ce dont il a besoin. Alors on prend au hasard dans tous les bulletins où il est la première préférence, et on les redistribue aux autres en fonction des préférences suivantes. Sur les grands nombres, il est probable que ça donne un résultat assez convenable. Ou on peut faire quelque chose de plus précis qui consiste à prendre tous les bulletins qui ont déjà servi à élire un député et attribuer aux deuxièmes préférences ou aux préférences suivantes qui sont sur le bulletin de ce candidat une valeur égale au nombre de votes en excédent qu'a obtenu le candidat qui est déjà élu, divisé par le nombre total de votes qu'il a déjà obtenus. Par exemple, si un candidat a obtenu 50% de votes en trop, ces bulletins vont être redistribués aux autres avec une valeur de 1/3, qui est la valeur de 50 divisé par 150. Le nombre de votes qu'il a eu en excédent divisé par son nombre total de votes. C'est une façon de calculer qui est tout à fait correcte et qui permet de prendre en compte tous les bulletins. Mais il faut faire tous ces calculs et il faut faire les transferts de bulletins de ceux qui ont déjà gagné. Pas transférer les bulletins de ceux qui sont trop faibles vers les autres. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile à faire, ça prend juste un peu de temps. Transférer les bulletins de ceux qui ont déjà gagné, de ceux qui ont déjà été élus, pour qu'ils ne soient pas perdus pour leur parti, et les transférer aux autres, à ceux qui ont des préférences, deuxième préférence, ou même troisième préférence, préférence suivante sur ces bulletins, ça prend du temps et ça prend des calculs. On peut, je crois, faire aussi bien que ce qui existe en Irlande en évitant cette complexité. Nous avons vu dans la leçon précédente que si on fait une représentation proportionnelle, il faut faire une représentation proportionnelle modérée, c'est-à-dire avec des circonscriptions peu inégales entre elles, en nombre d'élus ou en magnitude, et il faut faire des circonscriptions avec une faible magnitude, avec un petit nombre d'élus, 3 à 5, comme en Irlande. Le pays qui fait ça, c'est l'Irlande. Avoir des circonscriptions électorales qui ont de 3 à 5 députés. Et nous avons vu aussi qu'il est souhaitable de permettre aux électeurs d'indiquer leur ordre de préférence entre les partis, afin d'éviter le vote stratégique, ce qui est toujours déplaisant pour les électeurs d'avoir à faire ce genre de suppositions et de calculs, afin de connaître le soutien réel dans la population des partis qui ont trop peu de votes pour être élus, alors qu'avec le système que nous utilisons, les petits partis politiques obtiennent toujours des résultats beaucoup plus faibles dans une élection que leur soutien réel dans la population, et enfin d'inciter les grands partis qui espèrent obtenir les deuxièmes préférences des électeurs des petits partis à tenir compte du plus grand nombre possible, des préoccupations du plus grand nombre possible des électeurs dans la population. Et on peut permettre aux candidats d'indiquer le candidat qui a pour eux, qui a leur première
préférence, qui est leur candidat préféré, hein, en utilisant une méthode qui existe en Irlande, qui existe en Finlande. Hein. En Finlande, il y a une représentation proportionnelle tout à fait ordinaire, avec des circonscriptions d'ailleurs souvent très inégales entre elles, ça c'est mauvais, les Finlandais, je ne sais pas s'ils le savent, mais ils ont un système qui est très bon, c'est d'imposer aux électeurs, pour voter pour un parti, ils doivent voter pour un des candidats de ce parti. On ne peut pas voter autrement. Et donc, on sait, après qu'on a déterminé le nombre de sièges auxquels ont droit chaque parti dans chaque circonscription, ces sièges vont aux candidats qui ont obtenu le plus de votes personnels. C'est un calcul beaucoup plus facile à faire que le calcul irlandais. Alors, je vous montre à quoi ça pourrait ressembler un bulletin de vote dans une circonscription où il faut élire 3 députés et où 5 partis présentent des candidats. Alors, les candidats, les électeurs, doivent faire une seule marque dans chaque colonne. Donc, une seule marque pour une seule personne dans la première colonne, ce qui compte comme un vote, comme une première préférence pour le parti auquel appartient ce candidat. Ensuite, ils indiquent une deuxième préférence, une troisième préférence, etc. Là, on ne leur donne pas le choix entre les candidats. Je pense qu'il est logique que si 2 candidats, si un parti a le droit à un élu et si 2 candidats sont presque à égalité, que le choix entre eux ne soit pas décidé par des électeurs pour qui ce parti était le troisième choix, hein, que c'est pas tellement confortable pour un parti politique, qu'il vaut mieux que ce soit seulement les premiers choix, qui aient une influence sur les chances individuelles des candidats d'être élus. Donc on compte le nombre de premières préférences obtenues par chaque parti, on redistribue les bulletins en faveur du parti qui a le moins de premières préférences, selon les deuxièmes préférences indiquées par les électeurs. Ensuite, les bulletins en faveur du parti qui a le moins de votes après la première redistribution. Si on n'a que 3 sièges, on ne peut pas avoir plus que 3 partis. On aura un seul parti qui obtient tous les sièges est très improbable. Il faudrait qu'il y ait un score énorme de première préférence. Mais 2 partis, très souvent, ou 3 partis, 2 partis, un parti qui aura 2 élus et un autre parti qui en aura un, ou 3 partis qui auront chacun un élu. C'est le type de résultat que peut donner une représentation proportionnelle dans une circonscription où il y a 3 sièges à pourvoir. Et que donc, si on a 5 partis, il y a au moins 2 partis, peut-être 3, qui seront éliminés au cours du dépouillement, mais dont les votes des électeurs ne seront pas perdus, parce qu'on tiendra compte de leur deuxième préférence ou de leur troisième préférence, qui influencera le résultat final. Et donc ces électeurs, ils seront bel et bien représentés dans l'Assemblée. Leur vote aura compté pour faire élire quelqu'un. Après qu'on a déterminé à combien d'élus a le droit chaque parti, on compte les votes personnels obtenus dans la première colonne par les candidats des partis qui ont droit à des élus et celui ou ceux qui ont obtenu le plus de votes personnels occupent le siège ou les sièges gagnés par leur parti. C'est beaucoup plus facile pour le calcul. On a beaucoup moins le problème de redistribuer des bulletins entre des bulletins de gens qui ont déjà gagné, qui est la difficulté du vote unique transférable en Irlande. Je pense qu'on obtient ainsi un mode de scrutin qui est politiquement, du point de vue du résultat qu'il donnerait, à peu près équivalent au vote unique transférable en Irlande, c'est-à-dire un mode de scrutin qui donne à peu près la même liberté de choix aux électeurs, le même confort pour eux de pouvoir voter sincèrement sans avoir à faire des calculs stratégiques, et un mode de scrutin qui incite à peu près autant qu'en Irlande les élus à tenir compte
des préoccupations de tous les électeurs. Et on évite une bonne partie, la partie la plus compliquée, de la complexité réputée du vote unique transférable. Dernière remarque peut-être, il y a des pays, en Australie, on utilise un vote unique transférable avec un très grand nombre de candidats et pour que le vote soit valide, les électeurs doivent remplir entièrement le bulletin. Je ne crois pas que ce soit une bonne règle. Je pense que des électeurs qui ne savent pas quelle est leur troisième préférence ou leur quatrième préférence peuvent s'abstenir de remplir la troisième colonne ou la quatrième colonne ou la cinquième colonne. Presque toujours, c'est seulement les trois premières colonnes qui sont vraiment importantes. S'il n'y a que 3 sièges à pourvoir dans une circonscription, et que donc, je dirais, l'abstentionnisme partiel des électeurs qui ne remplissent pas leur bulletin jusqu'au bout ne peut pas fausser le résultat ni nuire à l'intégrité du système. Et que là aussi, pour le rendre encore plus simple pour les électeurs, on demande aux électeurs quel est le parti qui est votre premier choix. Parmi les 3 candidats de ce parti, quel est celui que vous préférez? Quel est le parti qui est votre deuxième choix? Quel est le parti qui est votre troisième choix? Vous n'avez pas de troisième choix, peu importe. On s'arrête là. Si vous avez un troisième choix, très bien. Si vous avez un quatrième choix, indiquez-le. Si vous avez un cinquième choix, indiquez-le. Si vous n'avez pas de cinquième choix, laissez-le en blanc, ça fera pareil. Pas que si vous aviez rempli, du point de vue du résultat final, ça n'aura pas d'influence, presque pas d'influence ou pas d'influence sur le résultat final. Alors, une des objections qui est faite souvent, une objection politique et qui est une objection politique sérieuse, qui est faite souvent au vote unique transférable irlandais, c'est que ça comporte un risque, outre la complexité, qui est la critique qu'on fait tout le temps, il y a une critique plus sérieuse, plus politique, qui est de dire que ça peut comporter le risque que des candidats du même parti fassent campagne les uns contre les autres. Et que donc ça nuise à la cohésion des partis. Or, il ne faut pas que les partis soient complètement rigides, il faut que des députés d'un parti puissent se révolter contre leur parti. Nous avons vu qu'en Inde, ça avait été très utile après 1975 pour préserver la démocratie en Inde. Il ne faut pas que ce soit interdit, il ne faut pas que ce soit impossible de quitter le parti politique au sein duquel on a été élu. Mais il faut quand même que les partis politiques aient une certaine cohésion pour que la transitivité des préférences dans la vie politique, ça puisse fonctionner, n'est-ce pas? Nous sommes toujours guidés par Condorcet et la nécessité d'éviter les effets Condorcet. Si les partis politiques sont trop instables, on va multiplier les effets Condorcet dans le système de décision. Donc, pour éviter complètement ce risque, on peut renoncer au vote personnel. Et je vous montre un autre bulletin de vote, celui-ci un peu plus simple que le premier. C'est le même que le premier, mais on a supprimé le choix dans la première colonne entre les différents candidats individuels. Et donc, on détermine avec le système de préférence ordonnée, en reprenant les bulletins des partis qui ont trop peu de votes pour avoir des élus et en le redistribuant en fonction des préférences suivantes, etc. Et quand 2 ou 3 partis, rarement 1, ont suffisamment de votes pour avoir 1, 2, rarement 3 élus dans une circonscription où il n'y a que 3 sièges à pourvoir, et avec 4 sièges à pourvoir ou 5 sièges à pourvoir, c'est un petit peu plus long, c'est tout. Et on peut, on attribue le siège au premier sur la liste. On fait un système de liste bloquée. Et donc les candidats n'ont pas de raison de faire campagne les uns contre les autres. Alors, je n'ai pas d'opinion politique définitive sur qu'est-ce qui est le mieux. Il est peut-être dommage de priver les citoyens de la possibilité de choisir entre les candidats
d'un même parti. Peut-être que c'est bien de pouvoir faire ça. Peut-être que c'est un avantage. Il faudrait regarder très attentivement en Finlande et en Irlande, qui sont des pays assez bien gouvernés tous les deux, comment ça marche. Et est-ce que le fait d'avoir la possibilité de choisir non seulement le parti pour lequel on vote, mais l'homme ou la femme, enfin le candidat individuel du parti que l'on préfère, ce qui est automatique en Finlande et ce qui est automatique aussi en Irlande. Je crois que le système irlandais, il est mieux parce que les circonscriptions sont moins inégales en Irlande qu'en Finlande. En Finlande, un système électoral que je pense extrêmement ingénieux, mais ils ont commis l'erreur d'avoir des circonscriptions électorales avec un grand nombre de sièges et des circonscriptions électorales avec moins de sièges. Le phénomène classique, on fait des grandes circonscriptions, des circonscriptions en ville qui élisent beaucoup de députés, et puis dans le fond du bois, dans le nord de la Finlande, on fait des circonscriptions qui élisent beaucoup moins de députés. Ce qui, je crois, est une erreur du point de vue de l'égalité des citoyens. Même les Finlandais commettent cette erreur. Les Irlandais ne la commettent pas. Le thème de la préservation du lien personnel entre les électeurs et les élus est utilisé perpétuellement dans les débats dans notre pays pour justifier le scrutin uninominal pluralitaire. Nous avons vu que c'est un argument complètement non fondé, que nous votons avec un système de liste bloquée à un seul candidat. C'est-à-dire que lorsque nous votons pour un parti, nous n'avons pas le choix de voter pour quelqu'un d'autre que pour le candidat présenté par le parti dans la circonscription. Il n'est pas vrai que le vote dans une circonscription uninominale est plus personnalisé que dans une circonscription proportionnelle où il y aurait 3 sièges. En Finlande, il est plus personnalisé. En Finlande, les Finlandais, pratiquement, avec un seul vote pour une personne qui compte à la fois pour la personne et pour le parti, ils ont en fait 2 choix. Ils ont le choix du parti qui a leur préférence et le choix des 3 ou 4 ou 17, quelquefois dans certaines circonscriptions finlandaises, candidats qui a leur préférence. En Irlande, de la même façon. Cet argument, il est utilisé aussi en Allemagne pour justifier les scrutins mixtes. Et quand on a voulu faire des réformes au Québec en 2005 et en 2019, là aussi, on nous a proposé des scrutins mixtes avec l'argument que dans un scrutin mixte, il continue à y avoir des circonscriptions uninominales et donc on préserve le lien personnel entre des députés et des électeurs. En même temps, on a des députés. Si l'argument est juste, on a des députés qui, eux, sont élus de manière compensatoire et donc non plus le même lien personnel avec leurs électeurs. Le scrutin mixte en Allemagne s'appelle une représentation proportionnelle personnalisée. Et en réalité, parce que la moitié des députés sont élus dans des circonscriptions uninominales. C'est ça l'idée. Et en réalité, la façon d'élire les gens en Finlande ou en Irlande est beaucoup plus personnalisée qu'en Allemagne. Et au moins en Finlande, c'est plus simple qu'en Allemagne. Le mode de scrutin de la Finlande est remarquablement simple pour donner un résultat qui est à la fois proportionnel entre les partis politiques et qui permet aux électeurs de donner leur avis de façon très efficace sur les candidats qu'ils préfèrent dans le parti pour lequel ils votent. Donc, si on pense que la personnalisation du vote est vraiment tellement importante, oubliez les scrutins mixtes, ça ne sert à rien, et retenez la méthode finlandaise ou la méthode irlandaise. Si les Finlandais votaient en faisant des circonscriptions presque peu inégales entre elles, comme le font les Irlandais, le système électoral finlandais deviendrait, je crois, l'équivalent, en moins compliqué, du mode de scrutin
irlandais. Et ça correspond au premier bulletin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais l'argument politique des gens qui disent qu'il est prudent d'éviter que la personnalisation du mode de scrutin conduise à la division des partis ou à l'incohérence des partis. Et c'est pour cela qu'il est peut-être prudent, au moins dans la première étape d'une réforme, d'utiliser le deuxième bulletin que je viens de vous présenter. Puis si ça marche bien, après on proposera aux gens d'utiliser le premier, qui leur donne plus de choix. Donc lors de la prochaine tentative de réforme du mode de scrutin au Canada ou au Québec, si je suis encore en vie, je proposerai de nouveau, comme je l'ai fait en 2005 et en 2020, que plutôt qu'un système mixte compliqué, on fasse une représentation proportionnelle modérée avec vote à préférence ordonnée entre les partis. Le mode de scrutin correspondant au deuxième bulletin de vote que je viens de vous présenter. Vous pouvez faire des captures d'écran avec ces deux bulletins de vote et puis les regarder, comprendre comment ça marche. C'est très, très simple. Quels sont les obstacles à une réforme du mode de scrutin? Une réforme du mode de scrutin ne présente aucun obstacle économique. Il n'y a aucun groupe de pression qui est opposé à la réforme du mode de scrutin. Il y a des groupes de pression qui sont opposés à l'augmentation des impôts ou des choses comme ça. Il n'y a pas de groupe de pression important dans la société qui est opposé à la modification du mode de scrutin. Il n'y a pas de contrainte internationale. Si le Canada réforme son mode de scrutin, aucun pays dans le monde va venir leur dire « mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Il n'y a pas non plus de contrainte juridique. Ça peut être fait, il suffit de voter une loi. À première vue, ça devrait être facile de le faire. Nous allons voir que c'est difficile. Le pays où c'est le plus difficile, ce sont les États-Unis. C'est plus difficile parce que le mode de scrutin des élections fédérales est décidé dans chaque État. Alors, le Congrès, les représentants sont élus au scrutin pluralitaire uninominal, les sénateurs sont élus au scrutin pluralitaire uninominal, et les grands électeurs pour l'élection du président sont élus dans tous les États sauf deux au scrutin de liste pluralitaire, c'est-à-dire que le parti qui arrive en tête en nombre de votes emporte tous les grands électeurs de l'État, ce qui amplifie, je vous l'ai dit il y a longtemps, les effets négatifs du mode de scrutin pluralitaire. C'est pire que quand le mode de scrutin est uninominal. Donc, mais tout ça est de la compétence des États. Et si un État décidait de modifier le mode de scrutin, par exemple des grands électeurs, c'est là que c'est le plus flagrant, si un État décidait d'imiter le Maine et le Nebraska, qui sont les deux pour lesquels le scrutin n'est pas un scrutin de liste pour les grands électeurs, si d'autres États importants décidaient d'en faire autant, quelles conséquences ça aurait? Imaginons, prenons l'exemple de la Californie, qui a une population très nombreuse, un grand nombre de grands électeurs. Ces grands électeurs, ils sont presque toujours tous démocrates. La majorité de l'opinion en Californie est démocrate. Donc, l'Assemblée de l'État de Californie est démocrate. Si cette Assemblée, saisie par une crise de vertu démocratique, décidait que le mode d'élection des grands électeurs du président, c'est vraiment un scandale, qu'il faut prendre un mode de scrutin beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, qui permet à la diversité des opinions dans le pays de s'exprimer et donc d'avoir soit une élection à la proportionnelle des grands électeurs, soit
Au Nebraska et dans le Maine, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt des circonscriptions pour élire les grands électeurs du président. C'est pas simple du tout. Évidemment, il va y avoir un certain nombre de grands électeurs républicains. Il continuera à y avoir une majorité de grands électeurs démocrates élus en Californie, mais il va y avoir 5, 10, 12 grands électeurs républicains. Et donc, l'Assemblée démocrate de la Californie, en faisant cette réforme vertueuse, aurait pour effet de diminuer les chances qu'un président démocrate soit élu à l'élection présidentielle. Alors, si c'était fait partout en même temps, dans les États des États-Unis, puisque les États ont tous cette compétence-là de décider le mode de scrutin des grands électeurs, si c'était fait partout en même temps, ça aurait, dans certains États, ça serait avantageux pour les républicains, là où les démocrates sont ceux qui en remportent tous les sièges de grands électeurs. Dans d'autres États, ça aurait l'effet inverse. Et donc, si c'était fait partout en même temps, peut-être que ça serait bien, peut-être que ça permettrait une meilleure représentation de la population au niveau de l'élection du président. Mais si un État décide de faire ça, tout seul, comme ça, le premier, en se disant peut-être que les autres vont m'imiter, je vais donner l'exemple, il diminuerait son poids, il diminuerait le poids, du moins le poids politique, de ceux qui gouvernent cet État, de ceux qui sont majoritaires dans cet État. On demande aux élus démocrates de la Californie de prendre une décision qui va automatiquement diminuer les chances d'un président démocrate à la prochaine élection des États-Unis. Donc, évidemment, ils ne vont pas le faire. Hein? Et comme il n'y aura jamais une décision pour que les États le fassent tous en même temps, ce genre de changement ne peut se faire que si certains commencent et d'autres se mettent à les imiter. Un changement sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, c'est très improbable aux États-Unis. Les États-Unis ont un système politique qui est bloqué, qui est extrêmement difficile à modifier. Il faut savoir que c'est le cas. Il faut savoir que les États-Unis sont une démocratie fondatrice d'une certaine façon, sont une des populations qui a invoqué les principes démocratiques avant tous les autres, mais c'est une démocratie archaïque, c'est une démocratie dont beaucoup des mécanismes de fonctionnement sont complètement anormaux et qui sont très difficiles à changer et qu'il ne faut surtout pas essayer de les imiter ailleurs. Les États-Unis ne sont pas un modèle pour les démocraties. Dans les autres pays occidentaux où le mode de scrutin est fixé par une loi ou par des lois, n'est-ce pas, comme le Canada, la France ou la Grande-Bretagne, une réforme serait, à première vue, moins difficile, mais elle se heurte quand même à une difficulté qui est triviale, qui est mesquine, qui est médiocre, mais qu'il faut comprendre. C'est que les députés en place qui vont avoir à voter pour adopter la nouvelle méthode d'élection sont ceux qui risquent de ne pas pouvoir être rééligibles avec le nouveau système. Quel que soit le nouveau système, il y aura toujours, ça ne peut pas donner le même résultat que l'ancien. Dans ce cas, ce n'est pas une réforme du tout. Et le scénario, il est bien connu. Bon, je l'ai observé en direct pour ma part 3 fois, n'est-ce pas, au Québec 2 fois, 2005, 2019, et au niveau fédéral après 2015, enfin entre 2015 et 2017, des hommes politiques, un homme politique ou des hommes politiques, parfois plusieurs. En 2015, plusieurs partis politiques s'étaient engagés de faire une réforme du mode de scrutin. Ils s'y étaient engagés, dur comme fer, pas que, comme le Premier ministre du Canada en 2015 a déclaré, c'est la dernière élection en 2015 qui est faite selon ce mode de scrutin.
Alors, la réforme, elle est utile parce qu'il y a une minorité importante de gens dans la population qui souhaitent une réforme, certains parce qu'ils ont compris la gravité du problème, d'autres parce qu'ils sont les partisans d'un petit parti politique qui n'arrive à rien et ils souhaitent un système électoral qui donnerait plus de chances à ce petit parti politique. Donc il n'y a pas beaucoup d'électeurs pour qui c'est la première priorité quand ils votent, mais il y en a un nombre non négligeable. J'en ai fait partie. Un électeur qui se détermine parce qu'un parti politique a promis ce genre de réforme, parce que je pense que c'est très important. Donc, ces électeurs qu'on arrive à attirer avec ce type de promesses, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ils peuvent être décisifs dans quelques circonscriptions, puisque nous l'avons vu dans notre système électoral, pluralitaire uninominal, il y a des circonscriptions qui se gagnent avec quelques centaines de votes de plus qu'un adversaire. Et dans une circonscription où il y a des dizaines de milliers de personnes qui votent, c'est pas très difficile d'en trouver 300 ou 400 pour qui la promesse de réforme du mode de scrutin, c'est vraiment bien pour eux. C'est vraiment important. Et ils vont voter en fonction de ça. Donc c'est bien pour se faire élire de promettre ce genre de choses. Ensuite, ceux qui ont fait cette promesse découvrent que le parti qui a gagné l'élection est évidemment celui qui a le plus à perdre à une réforme. Et que certains des députés de ce parti qui a gagné sont ceux qui sont certains de perdre, qui sont certains qui ne pourront pas être réélus, je dirais presque, quelle que soit la réforme que l'on fait. Il y a ceux qui comprennent qu'ils sont condamnés. Il y a les autres qui comprennent que ça va être plus difficile. Et de toute façon, pour le parti qui a gagné une élection avec le scrutin pluralitaire uninominal, c'est lui qui aura, même s'il a autant de votes la prochaine fois, même si tout le monde lui remercie d'avoir fait la réforme du mode de scrutin, il va perdre des sièges à cause de la réforme. Alors les députés de base se révoltent, le Premier ministre qui avait fait des promesses devient plus lucide, on invente ou on crée toute une série de difficultés, d'arguments complexes, etc., pour conduire à l'abandon de la promesse de réforme. C'est l'expérience que nous avons vécue après 2005 au Québec, après 2017 au Canada et après 2019 ou après 2020 au Québec. Alors, une solution à ce problème pourrait être d'enlever aux assemblées élues le contrôle de leur méthode d'élection. Alors, dans certains cas, c'est fait par un dictateur qui crée un nouveau régime politique après avoir fait une révolution violente et qui crée un bon régime politique. Pourquoi pas? Peut-être qu'on peut trouver un exemple. Je n'en ai pas de présent à l'esprit. Une autre solution est celle qui serait de faire promettre à des partis avant une élection, ils disent on va faire une réforme, de leur dire non, 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 non. Ne promettez pas de faire une réforme, vous ne serez pas capable de la faire. Promettez quand vous aurez gagné l'élection, promettez de confier à une autre institution le travail d'élaborer une réforme. Et que ça, peut-être que cette promesse-là, il serait capable de la faire, parce qu'il ne se rendrait pas bien compte avec précision de ce que tel ou tel élu va perdre si la réforme a lieu, et donc d'avoir une institution différente de l'Assemblée élue, indépendante de l'Assemblée élue, qui est chargée de faire la réforme. Alors, c'est ce qui a été fait en Colombie-Britannique entre 2003 et 2005, c'est une expérience extrêmement intéressante qui a été remarquablement bien faite et qui a eu un résultat final navrant.
il y a eu une loi de fait en 2003 décidant la création, une loi faite par l'Assemblée provinciale, décidant de créer une assemblée de citoyens. Cette assemblée de citoyens a été créée, a été formée par un processus compliqué avec du tirage au sort, des gens qui acceptent ou à qui on propose de devenir membre de l'Assemblée, qui ont des auditions pour savoir si ça les intéresse vraiment, où on leur explique qu'est-ce que ça va impliquer pour eux, parce que c'était un travail assez exigeant pour ceux qui ont accepté de faire ça. Il fallait qu'il y ait 2 représentants par circonscription électorale, donc il y a eu en tout 158 membres dans cette assemblée. Il fallait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, et il fallait que la structure par âge de cette assemblée soit à peu près identique à la structure par âge de l'électorat. Donc il y avait toute une série de contraintes comme ça, et toute une série de procédures de sélection successives pour faire place au tirage au sort et pour vérifier la conviction des gens. Et les gens qui ont été convoqués, qui ont été réunis dans cette assemblée, ils ont fait leur travail vraiment très sérieusement. Ils ont eu des réunions de formation pour se faire expliquer qu'est-ce que c'est les modes de scrutin, comment ça fonctionne ici ou là. Un certain nombre d'universitaires ont été invités à aller leur parler, dont au moins André Blais, qui est un professeur à l'Université de Montréal, qui est un très très bon spécialiste de ce genre de questions. Moi, je ne suis pas considéré comme un spécialiste de ce genre de choses, je l'étais encore moins en 2003 qu'aujourd'hui, et donc, moi, je n'ai pas du tout été mêlé à ce processus, je l'ai découvert en cours de route et après coup. Donc, après avoir eu des réunions de formation sur les différentes composantes des modes de scrutin, sur ce à quoi il faut faire attention, sur les conséquences que ça peut avoir. Ils ont eu des débats entre eux et ils ont adopté le vote unique transférable pour la Colombie-Britannique. Un très bon choix. Je n'ai pas été invité à aller leur expliquer qu'on pouvait faire aussi bien et plus simple. C'est quelque chose que j'ai compris après 2005. Qu'on pouvait simplifier le vote, enlever au vote unique transférable une partie de sa complexité pour le rendre plus acceptable et plus commode. Mais, donc, l'Assemblée a décidé quelque chose, et a décidé quelque chose d'intelligent. Quelque chose qui peut fonctionner en Irlande depuis des dizaines d'années, doit pouvoir fonctionner en Colombie-Britannique. Ça devrait être très bien. Et le problème, c'est que la loi de 2003 avait prévu que, après avoir été élaborée par cette assemblée de citoyens de base, dans les conditions que je viens de décrire, il y aurait un référendum pour le faire accepter par la population, ce qui me semble une procédure correcte pour une question comme celle-là. Si on enlève la décision sur le mode de scrutin aux élus, on le donne à la population dans son ensemble. La population dans son ensemble, elle ne peut pas faire un mode de scrutin. Et donc il faut que le mode de scrutin soit fabriqué par quelqu'un, et la procédure de Colombie-Britannique prévue en 2003 me semble vraiment remarquable, mais l'Assemblée avait décidé dans la loi en 2003 que pour être adopté, le projet devait obtenir un vote de 60% dans la population. Le projet de vote unique transférable pour la Colombie-Britannique a obtenu dans le référendum 57,69% de votes favorables. C'est énorme comme résultat dans un référendum. Dans un référendum, c'est plus facile d'avoir des non que des oui. Quand le référendum porte, quand ça porte sur quelque chose qui fait l'unanimité dans la population, c'est pas vrai, mais quand ça porte sur une question qui suscite la contestation, qui suscite le débat, il est plus facile d'avoir un non, parce que pour voter oui, il faut être favorable au projet. Pour voter non, on peut être opposé au projet pour des raisons complètement diverses. Les gens qui votent non, ils ne sont pas du tout obligés d'être d'accord entre eux.
Ils peuvent avoir des raisons. Il y a ceux qui pensent que la réforme va trop loin, il y a ceux qui pensent que la réforme ne va pas assez loin, etc. Et tout ça, ça vote non. Donc c'est difficile d'avoir un vote majoritaire en faveur d'une réforme électorale dans un référendum. Le résultat colombien-britannique de 2005, il est remarquable, il est exceptionnel. Et le projet a été abandonné parce qu'ils avaient décidé en 2003 qu'il fallait une majorité de 60%, qui me semble avoir été une idée absurde. Et il y a eu une autre tentative de réforme de mode de scrutin en 2018 avec un référendum qui a donné un résultat négatif à 61% sur un projet qui était sans doute beaucoup moins intéressant que celui de 2005. Est-ce que c'est parce que ce projet était beaucoup plus mauvais que les gens ont voté majoritairement contre, ou est-ce que c'est parce que l'expérience de 2003 à 2005 a créé un désabusement en Colombie-Britannique face à l'idée de réforme du mode de scrutin. Ce qui est probable et ce qui est tellement dommage. Ça aurait été tellement bien que la procédure de Colombie-Britannique réussisse, fasse une réforme du mode de scrutin et que dans d'autres provinces, des revendications se mettent en place pour dire nous aussi on veut une assemblée de citoyens, nous aussi on veut que cette assemblée de citoyens puisse élaborer un projet, prenne le temps et qu'on lui donne les informations, etc., pour élaborer un projet et que ça soit soumis ensuite à un référendum. Donc l'échec de la Colombie-Britannique, je trouve très très triste pour tout le Canada. Ça aurait pu être un résultat pionnier pour faire ce genre de réforme. Je crois qu'une réforme du mode de scrutin, à cause de l'opposition automatique ou presque automatique des députés en place contre toute réforme. Une réforme ne sera possible que s'il y a une pression importante de l'opinion publique et donc s'il y a une éducation du public et accessoirement des éditorialistes dans les journaux, pour faire pression sur les députés quand ils auront été élus. Alors, sur quoi devrait porter cette éducation du public? Sur 5 points principaux. Le premier, insister sur le fait que c'est l'égalité entre les citoyens et non l'équité entre les partis qui doit être la valeur dominante pour décider ce qui est un mode de scrutin juste. Deuxième exigence, après chaque élection, annoncer non pas l'écart entre le pourcentage de sièges d'un parti et le pourcentage de votes qu'il a eu dans la population. Ça se fait un peu, mais annoncer plutôt le pourcentage d'électeurs non représentés à l'Assemblée. Je vous rappelle les chiffres pour la présente Assemblée nationale du Québec. Plus de 54% des gens qui ont voté, leur vote a été perdu en 2018. Tous les députés ont été élus par moins de 46% des gens qui ont voté, pas des votes. Et les députés de la CAQ, qui forment la majorité à l'Assemblée nationale et qui ont la totalité du pouvoir législatif et de la confiance au gouvernement. Le gouvernement émane d'eux. C'est eux qui permettent le fonctionnement du gouvernement. Ces députés de la CAQ, ils ont été élus par 29% de ceux qui ont voté. Ces chiffres, je vous les ai déjà donnés. Je vous les redonne. Nous allons avoir des élections le 3 octobre prochain. Après ces élections, calculez ces chiffres vous-même. C'est facile à faire. Il suffit d'additionner. On a 125 circonscriptions. Il faut faire 125 additions pour additionner le nombre des députés, le nombre de votes obtenus par les députés élus, en mettant à part ceux qui sont majoritaires dans le Parlement. Et donc on a deux totaux là.
le total de tous les députés, le total des députés de la majorité. Et on a le total des gens qui ont voté. Ça, on n'a pas besoin de le calculer, le directeur général des élections nous le donne. Et on calcule le pourcentage. Et on voit quel est le pourcentage de votes perdus, le nombre de gens qui sont vraiment représentés à l'Assemblée et le nombre de gens qui soutiennent vraiment la majorité qui exerce le pouvoir dans l'Assemblée. Je pense qu'on observera cette année des chiffres proches de ceux que je viens de vous donner. Le mode de scrutin uninominal avec plus de 2 partis politiques que nous utilisons donne normalement ce type de résultat. Et je pense que si on se met à diffuser à chaque élection ce type de résultat, ce type de chiffres en premier, insister là-dessus, rappeler que, en disant c'est pas les résultats des partis qui sont importants, c'est le nombre d'électeurs qui sont laissés au bord de la route par ce procédé. Le nombre d'électeurs dont le vote est perdu, ils ont voté mais ils n'ont élu personne, et le nombre d'électeurs qui ont voté pour quelqu'un d'autre que la majorité qui gouverne. La majorité qui gouverne a été élue par 29% des gens qui ont voté. Une troisième chose qu'il faudrait faire dans le cadre d'une éducation pour favoriser une future réforme du mode de scrutin, c'est d'enseigner la différence entre une représentation proportionnelle modérée et une représentation proportionnelle extrême, et montrer que toute la propagande contre la représentation proportionnelle n'est pertinente que quand la représentation proportionnelle est extrême, qu'avec une représentation proportionnelle modérée, on n'a pas tous ces effets-là. Il ne faut pas amalgamer les deux, que c'est 2 systèmes électoraux très très différents. Je vous rappelle, une représentation proportionnelle modérée, c'est une représentation proportionnelle dans des circonscriptions où il n'y a pas plus que 5 députés à élire, 3, 4 ou 5. Et ça, il faut l'enseigner à l'école, peut-être. S'il y a un enseignement sur les institutions politiques à l'école, c'est important. Au minimum, au cégep, au minimum, à l'université, je ne sais pas si beaucoup d'étudiants à l'université sont capables de se rendre compte de l'importance de cette distinction. Ensuite, la 4e chose qu'il faudrait diffuser au maximum dans la population, c'est expliquer ce qu'est le vote à préférence ordonnée. C'est moins difficile aujourd'hui au Québec ou au Canada parce que les partis politiques se sont mis à utiliser ça pour élire leur chef. Et donc, c'est un début pour faire comprendre aux gens que c'est pas si compliqué et que ça peut avoir de gros avantages. Montrer que, et surtout, montrer que ça peut être appliqué en même temps qu'une représentation proportionnelle. Dans les débats auxquels j'ai participé lors des réformes précédentes, là, j'ai rencontré perpétuellement l'argument, est-ce qu'il faut faire une représentation proportionnelle ou est-ce qu'il faut faire un vote, on disait presque toujours préférentiel, c'est-à-dire un vote à préférence ordonnée. On peut faire les deux ensemble. Je vais vous les montrer. C'est mon 2e bulletin de tout à l'heure. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué à calculer non plus. Et ça a des gros avantages. On obtient ainsi une assemblée où sont représentés non pas 45% des gens qui ont voté, mais 100% des gens qui ont voté peuvent être représentés, sauf ceux qui ne remplissent pas entièrement leur bulletin de vote. Ils peuvent prendre le risque, eux, de ne pas voter pour quelqu'un qui est élu. Mais avec un système proportionnel et un vote à préférence ordonnée, tous les électeurs qui remplissent entièrement leur bulletin de vote sont sûrs que leur bulletin va servir à l'élection de quelqu'un, qu'ils vont être vraiment représentés à l'Assemblée, et surtout que les députés vont savoir qu'ils ont eu, non pas ce vote personnel-là, mais les votes de ce type de personnes, et ils vont en tenir compte.
hein. Ils vont savoir que tel élu dans telle circonscription de tel parti qui est au pouvoir a été élu grâce aux deuxièmes préférences des électeurs d'un petit parti qui n'a aucun siège dans le Parlement. Et qu'à la prochaine élection, il faut essayer de garder cette deuxième préférence-là. Et que donc, il faut en tenir compte quand on fait des politiques. On se retrouve avec des assemblées qui représentent beaucoup mieux toute la population et qui incitent les dirigeants des grands partis politiques qui sont nécessaires. Il faut qu'il y ait des grands partis politiques pour qu'on ne soit pas perpétuellement submergé par les effets Condorcet. Il faut qu'il y ait une agrégation des préférences, mais il faut que les grands partis politiques soient incités à tenir compte de toute la population qu'ils gouvernent, y compris les électeurs qui ont voté pour les petits partis politiques qui n'ont pas d'élus. Et c'est à ça que sert le vote à préférence ordonnée. Enfin, la cinquième chose qu'il faut montrer, que j'ai essayé de montrer dans ce cours, c'est que c'est pas très compliqué. C'est pas très difficile à comprendre. Si on faisait un mode de scrutin modérément proportionnel avec vote à préférence ordonnée, on pourrait expliquer au public comment ça marche. Ça serait beaucoup moins difficile à expliquer que le projet Tartignol qu'a essayé d'inventer le gouvernement du Québec en 2019-2020. Je ne vais pas me lancer dans la critique détaillée de ce mode de scrutin, je l'ai fait quand j'ai comparu devant la commission parlementaire. Mais c'était d'une complication épouvantable, c'était beaucoup plus compliqué que un vote qui serait fait selon le deuxième bulletin, même peut-être le premier bulletin que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça ne serait pas compliqué à faire et ça n'est pas compliqué à comprendre pour la population, à condition de l'expliquer calmement, clairement, en soulignant les points essentiels, en évitant de se perdre dans les technicalités inutiles, comme la discussion sur la répartition des restes quand on a une représentation proportionnelle. Il faut savoir ça quand on fait un projet de loi sur la représentation proportionnelle. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans la discussion avec le grand public là-dessus, parce que ça n'a pas beaucoup de conséquences. Et si on ne veut pas noyer le poisson, il ne faut pas entrer dans des distinctions trop compliquées. Il faut expliquer au public les enjeux essentiels. Et l'enjeu essentiel, c'est est-ce que vous voulez avoir une assemblée qui est élue par 45% des gens qui ont voté? Ou est-ce que vous voulez avoir une assemblée qui est élue par 100% des gens qui ont voté? Je dirais le slogan dominant, le slogan simpliste qu'il faut utiliser dans le débat, c'est celui-là. Et ça peut être fait avec un mode de scrutin facile à comprendre, pas compliqué, et sans déstabiliser complètement les institutions, sans risquer de créer la République de Weimar ou la 4e République tout de suite au Québec. Perpétuellement les arguments qui sont brandis par ceux qui défendent, le statu quo. Alors, je ne veux pas donner l'impression qu'un meilleur mode de scrutin, plus égalitaire entre les citoyens et plus efficace pour éviter les effets Condorcet, serait une recette miracle pour mettre fin aux difficultés des régimes démocratiques contemporains. Ce que j'ai essayé de faire ou de montrer, c'est que ce serait un pas dans la bonne direction, qui produirait des progrès peut-être assez importants, peut-être même seulement peu ou très peu importants. Je ne peux pas le savoir. Je crois que ce serait un pas dans la bonne direction. Et que ce dont je suis sûr, c'est que c'est un changement beaucoup moins difficile à faire que beaucoup d'autres, même si nous avons vu pourquoi ça n'est pas très facile. Mais l'opposition des politiciens
qui s'acharnent à faire semblant de ne pas comprendre parce qu'on n'essaie pas de leur expliquer convenablement comment ça fonctionne, ces différentes choses, et la passivité des éditorialistes qui ne veulent pas l'expliquer, et les citoyens à qui on a dit c'est trop compliqué et vous ne pouvez pas comprendre, alors que ce n'est pas vrai que c'est trop compliqué et qu'ils ne peuvent pas comprendre, que cette difficulté-là, elle est beaucoup moins grande que les difficultés que que rencontreraient des réformes cherchant à améliorer d'autres aspects de la démocratie qui sont des problématiques eux aussi. Et c'est pourquoi je pense que ce sont des réformes qu'on devrait viser à faire en priorité. Ça devrait être ce par quoi on essaie de commencer si on veut améliorer nos démocraties. Au pire, si on arrive à les faire, ça ne servira pas à grand-chose. Au mieux, ça améliorerait nettement la confiance des citoyens dans leurs institutions et ça aidera au moins un peu à affronter les autres difficultés des régimes démocratiques. Beaucoup des commentaires ou des analyses qui portent sur le désenchantement démocratique contemporain y voient la conséquence de phénomènes sociaux très profonds, la montée de l'individualisme hédoniste, le déclin des religions traditionnelles qui contribuaient à la structuration idéologique des populations, la diversité culturelle dans des pays où l'immigration est importante et où les immigrants ont des origines culturelles de plus en plus diverses, l'instabilité des structures familiales, la perte d'autorité des parents et des enseignants envers les enfants ou les jeunes. Beaucoup de facteurs sont probablement des facteurs qui contribuent aux difficultés des démocraties d'aujourd'hui. Leur influence est difficile à mesurer et il est très difficile de savoir comment agir pour modifier ces variables socio-culturelles extrêmement profondes. En lisant certains livres sur les difficultés des démocraties, j'ai l'impression, après avoir fini de les lire, que la seule chose qu'il y a à faire, c'est exhorter les gens à changer leur vision du monde et leur façon de vivre. On peut faire ça, mais ça m'étonnerait que ça marche, et ça m'étonnerait que ça suffise. Il est déjà moins difficile de réduire les inégalités économiques entre concitoyens. On sait assez bien ce qu'il faudrait faire pour arriver à ça. Mais ce n'est pas facile de le faire car ça se heurte à des résistances très puissantes. Des modes de scrutin plus égalitaires auraient-ils pour conséquence d'aider à faire des législations, notamment des législations fiscales, qui soient elles aussi moins inégalitaires? Ça me semble probable. Ça vaut la peine d'essayer. Peut-être que ça ne marchera pas, mais ça vaudrait la peine d'essayer. Que la modification, rendre la société moins inégalitaire économiquement, c'est plus compliqué que de modifier le mode de scrutin. Peut-être qu'en modifiant le mode de scrutin, on peut rendre un peu moins difficile la réduction des inégalités économiques. Je trouve que ça vaudrait la peine d'essayer. Parce que les inégalités économiques sont un facteur majeur des difficultés des démocraties contemporaines. Ça, c'est sûr. Ça ne fait pas de doute. Mais je n'ai pas de recette miracle pour faire cela, pour éliminer ce problème. Il est moins difficile de les modes de scrutin plus égalitaires produiraient peut-être des législateurs mieux capables d'affronter les complexités techniques des décisions dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est pas sûr, mais une petite chance. Un petit peu plus probablement, ça les rendrait plus capables de remplir sérieusement leur rôle de législateur pour ne pas le laisser envahir par les juges.
l'excès de pouvoir, ce que j'ai appelé l'excès d'état de droit dans une leçon précédente, l'invasion du rôle de législateur par les juges. Il est en partie la conséquence des constitutions, il est en partie la conséquence de la conception que les juges ont de leur propre rôle. Il est aussi en partie la conséquence de la passivité ou de la lâcheté ou de la timidité de parlementaires élus qui ne veulent pas s'attaquer à certaines questions, qui préfèrent laisser les juges décider ce genre de questions. Donc, si on avait des élus, mieux élus, qui seraient plus réceptifs aux exigences de la population qui les a élus, peut-être qu'ils seraient de meilleurs législateurs dans ces domaines-là. C'est pas vraiment, c'est pas sûr, mais ce n'est pas impossible. Des assemblées mieux élues seraient-elles plus capables de faire face aux contraintes des relations internationales, qui est une des difficultés des démocraties d'aujourd'hui, dont je vous ai parlé dans une leçon précédente? Ça, c'est très incertain. Je ne crois pas que ça fasse de tort pour l'efficacité des gouvernements démocratiques sur la scène internationale, pour préserver ce qui est essentiel pour leur propre fonctionnement, mais je ne vois pas de lien évident entre des assemblées mieux élues et des contraintes internationales moins contraignantes, des contraintes internationales mieux dominées par les pays dans lesquels ces contraintes internationales s'exercent. Voilà, c'est sur cette conclusion, ou ces conclusions, parce qu'il y en a plusieurs modérément pessimistes, que je vous quitte en vous remerciant d'avoir suivi ce cours.